Bonjour Aurore. Bonjour, Eh ben, bonjour Ambre. merci beaucoup d'être présente aujourd'hui, d'avoir répondu un grand oui à ma proposition d'interview. Alors moi, j'ai pris énormément de plaisir à lire ton livre, à découvrir ton nouveau livre, hein, parce que c'est pas ton premier livre, intitulé Écoute ton âme aux éditions Très Daniel. Alors moi, j'étais hyper touchée par ton parcours, ce qui est très drôle du tout, mais j'ai vraiment vu plein de similitudes avec mon parcours personnel, notamment dans la construction de ton livre et de celui qui va paraître pour moi au mois d'octobre. Je t'en dis pas plus, Mhm. pour entrer dans mon histoire. Toi, tu es une ancienne 4 supérieure, hein, qui était de mémoire euh, dans la performance nucléaire, je crois. Oui, c'est ça, performance nucléaire et communication sur sûreté nucléaire. Oui. Ok. Ouais, ouais. Et tu as été touchée par un burn-out. Alors, j'ai eu des signes avec un premier burn-out et après, j'ai eu un gros souci de santé. Je n'ai pas pu marcher pendant 2 ans. Et donc, voilà, Ok. Donc l'aventure a vraiment commencé comme ça. gros signal et je dirais que c'est ce qui t'a Mm. conduit à te rapprocher de la nature et à ta nature profonde véritablement. Alors aujourd'hui tu vis en Martinique, je crois, Oui, c'est c'est ça? ça, effectivement. Oui, Et oui. donc gros virage pour toi puisque tu t'es formé à la psychologie transpersonnelle, à l'hypnose. Alors j'aimerais que tu puisses nous dire un petit peu en quoi ça consiste ces techniques-là, surtout la psychologie transpersonnelle qu'on connaît moins au niveau du nom. Et puis peut-être nous expliquer comment ça se fait que tu as fait un grand écart, même si tu viens d'expliquer que tu as quand même eu quelque chose qui t'a immobilisé pendant 2 ans, qui t'a fait passer du monde vraiment corporate au monde de l'invisible, si je puis dire. Oui, oui, oui. Alors, déjà, le grand écart, en fait, si on peut commencer par là, c'est que je pense que je n'ai pas écouté les signaux de mon corps. Pendant que je travaillais donc chez Areva, je travaillais assez dur, hein, c'était un travail difficile, il y avait les enfants à la maison et j'étais fatiguée et dans cette vie trépidante, j'ai pas écouté les signaux. Donc j'ai fait un premier burn-out effectivement, qui m'a arrêtée pendant à peu près 3 ou 4 semaines. Je j'avais pas du tout l'impression d'être déprimée, mais j'étais, au lit, je pouvais plus rien faire. Et puis, heu, j'ai eu un souci de santé, j'ai eu un problème de hanche important avec une opération et j'ai pas pu marcher pendant 2 ans. Donc en fait, hem, mon corps m'a parlé, je n'ai pas écouté. Je n'ai pas Hmm. écouté à ce moment-là et et au final, ça a été quelque chose d'extrêmement bénéfique pour moi parce que c'était comme si c'était le démarrage d'autre chose et le démarrage de quelque chose qui me disait: «Va peut-être falloir que tu t'écoutes» et dans le «va peut-être falloir que tu t'écoutes», il y a eu, il y a eu un déménagement en Martinique, parce que, moi je pouvais plus rien faire et je me suis dit: «Bon, bah, quitte à rien faire, autant, aller dans un endroit où je me sens bien» et depuis petite, je voulais vivre sur une île et je savais pas vraiment pourquoi, et voilà et je suis partie en Martinique. Tout ça, je vous le raconte rapidement, par contre, ça a été extrêmement difficile parce qu'on ne s'imagine pas, ou on peut s'imaginer pour les gens qui ont vécu des choses extrêmement dures, à quel point ça peut être douloureux de se retrouver femme d'une quarantaine d'années à ne plus rien faire, ne plus pouvoir bouger, ne plus pouvoir s'occuper de ses enfants en fait, hein, ne plus sortir, même pas faire les courses. Et donc là, j'ai été obligée de rentrer à l'intérieur de moi, j'avais pas le choix. La vie m'a pas donné le choix à ce moment-là. Wow. Voilà, la vie m'a amenée autre part et vraiment, hein, avec des vraies synchronicités. Et j'ai fait une formation d'hypnothérapie et puis un diplôme de psychologie transpersonnelle. La psychologie transpersonnelle, en fait, pour moi, c'est la psychologie de l'âme. C'est-à-dire, c'est la psychologie qui prend en compte, la dimension de la mort, D'accord. la dimension de notre être, dans toutes ses parties. Dans son corps, dans l'esprit, dans l'âme, dans la psyché, comme Carl Gustav Jung l'explique très bien. Et en fait, c'est pas une psychologie classique, que je connais pourtant très bien, mais c'est une psychologie vraiment avec une dimension globale de l'être humain, qui va prendre en compte la manière dont
dont notre âme va évoluer à l'intérieur de nous et la manière dont elle veut nous parler. Donc voilà, donc j'ai appris tout ça. J'ai appris mais des tas de choses que je connaissais déjà en fait. Donc voilà, c'est vraiment la psychologie de la profondeur de soi et je dirais que Carl Gustav Jung s'invite vraiment dans cette psychologie transpersonnelle. Et tu en parles Voilà. énormément dans ton livre. Il y a des jolis clins d'œil hein, à Jung. Alors, je précise aux auditeurs, Oui. tous ceux qui nous écoutent, merci de votre compréhension sur le son. Il y a des micro-coupures, mais comme vous l'avez compris, Aurore est en Martinique, elle est loin. Et même si aujourd'hui, il y a la magie voilà, de ce qui rend possible ces interviews sans avoir besoin de se déplacer, ça crée des fois des petites perturbations au niveau sonore. Ok. Ouais. Donc alors, sans dévoiler tout le contenu, l'organisation de ton livre, effectivement, tu as énormément de références à Jung. Et puis, tu as choisi un mythe particulièrement. Alors moi, j'ai adoré la façon dont tu l'as construit. Hein. Et le mythe que tu as choisi, c'est vraiment pour assimiler cette notion de le sens des souffrances que l'on rencontre dans la vie. Et puis surtout le cheminement que tu as fait, hein, c'est vraiment vibrer, c'est ça qui fait que ça passe très bien dans ton livre, pour aller vraiment vers son essence, je dirais le meilleur de son être. Alors pourquoi tu as choisi ce mythe plutôt qu'un autre? Est-ce que je peux te poser cette question-là? Alors, ce mythe, le jour où je l'ai découvert, alors ce mythe, il est très étudié comme tous les mythes, hein, en psychologie et puis surtout en philosophie. Ce qu'il faut savoir, c'est que les mythes datent d'à peu près entre 400 et 800 ans avant Jésus-Christ, hein, donc on n'est pas dans quelque chose de récent. Et en fait, on se rend compte que l'aventure humaine, elle est identique aujourd'hui. Le cycle se refait, en fait. Et j'ai choisi ce mythe parce qu'il incarne cette part de nous qui à la fois descend de quelque chose de divin. Hein. Hercule, il est né d'un papa qui s'appelle Zeus, et puis de quelque chose d'humain. Sa maman, c'est une humaine. Et donc, il y a cette part de dissonance entre l'être humain, matière tel qu'il est, et cette part divine. Et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant de voir à quel point, dans ces 12 travaux, il y a des 12 épreuves en fait de la vie, qui nous permettent de cheminer vers notre part divine. Et dans ce cheminement, en fait, Héra, qui est la femme de Zeus, va donner des épreuves à Hercule, tout comme finalement la vie va nous donner des épreuves et nous permettre, grâce à ces épreuves, de devenir nous-mêmes, pour réincarner ou se réapproprier notre part divine. C'est tout le sens de cette aventure d'Hercule, qui est vraiment vue différemment de ce qui a pu nous être conté par nos parents, en fait, parce qu'en fait, derrière chaque symbolique que l'on trouve dans ce cheminement, on y retrouve une part, une étincelle de nous-mêmes. Voyez, et ça, en philosophie, c'est étudié aussi. Hein. C'est pour ça que ces mythes sont là depuis longtemps et ils restent parce qu'ils parlent à l'inconscient. Ils parlent, d'ailleurs, vous voyez, en hypnothérapie, moi, je ne fais que des allégories symboliques. Parce qu'en fait, l'inconscient, c'est sa manière de comprendre les choses. Ouais. Voilà, donc ce mythe parle à notre inconscient et nous permet d'aller découvrir notre part divine et c'est vraiment différent de ce qu'on peut vous raconter. Il y a une vraie dimension divine, en fait. Spirituel complètement. Génial. Alors justement, tu parles de cette dimension divine, mais tu abordes aussi de manière, je dirais peut-être plus, je vais mettre des guillemets à moderne, mais tu abordes les compréhensions qui sont permises aujourd'hui pour les plus cartésiens par la physique quantique, avec tout le développement justement des techniques équilibrantes comme le tai chi, comme le yoga, comme la méditation, etc., pour revenir dans un équilibre qui est quand même plus respectueux de notre rythme, de notre unité, et pour justement réintégrer, comme tu le disais à l'instant, toutes nos parts inconscientes à l'intérieur de nous. Alors quand tu dis ça, t'expliques qu'il y a des nouvelles voies d'exploration qui viennent finalement rejoindre toutes ces approches ancestrales. Hein. Alors pour la petite anecdote, moi je me forme au yoga depuis peu et je trouve ça incroyable parce que contrairement à toi, moi j'ai vraiment été baignée dans le milieu de la spiritualité depuis que je suis toute petite.
Et je me rends compte que déjà, dans les philosophies ancestrales, dans les Yoga Sutras de Patanjali, en fait, on expliquait déjà tout cela. Et oui, c'est incroyable parce que c'est comme si on nous disait rapprochez-vous de nous dans toutes ces techniques et qui sont merveilleuses parce qu'effectivement, ça nous permet de plonger en soi dans notre inconscient qui est la conscience, c'est un peu cette porte qui nous ouvre à notre dimension divine. Donc c'est vraiment important d'y rentrer par n'importe quel moyen qui nous permet de replonger en soi. Eh ben, c'était ma question justement. Donc, dans toutes ces portes, est-ce que pour toi, il y a une voie privilégiée qui permet d'entrer vraiment en soi pour sortir de cette illusion du monde extérieur que tu abordes notamment, que tu soulignes dans ton livre, pour revenir vraiment à l'écoute de soi, de son soi avec un grand S majuscule? Alors, bah, déjà, en fait, je crois que pour revenir vraiment à soi, il faut absolument prendre ce temps de rentrer à l'intérieur. Et dans ce monde qui court, on prend jamais le temps. Alors, on peut se dire, non, mais j'ai pas le temps. Mais en fait, c'est pas vrai. Le temps, on le trouve toujours. C'est juste une illusion de se dire qu'on n'a pas le temps. Et en fait, pour rentrer en soi, je t'en parlais, hein, toutes ces techniques qui permettent d'entrer en soi, mais ce qui est important, vous savez, moi, j'avais pas du tout appris ni le yoga, ni le tai chi, je ne savais rien faire en fait. Et je me suis retrouvée, parce que je ne pouvais pas marcher, allongée dans mon lit. Et je me suis dit, bah, il paraît que l'hypnose permet de soigner la douleur, je vais essayer. Et c'est de là où j'ai vu, chose assez particulière, j'ai vu qu'en fait, dès que je ferme les yeux, je n'ai plus de pensée. Bon, je me suis aperçue après que effectivement, c'était assez rare. Enfin, en tout cas, voilà, assez rare. En général, on avait toujours un flot de pensée qui arrivait. Bon, moi, ça, non, j'ai jamais eu ça, mais depuis petite, hein. D'accord. Parce que depuis petite, je m'endors sans penser, et c'est comme ça. Et, et donc, c'était là, j'ai appris à rentrer à l'intérieur de moi en étant allongée sur mon lit, dans une forme méditative. Et cette méditation-là, je l'exerce maintenant au quotidien et à ma manière. Donc, je vais puiser un petit peu dans les petites connaissances que j'ai à droite, à gauche, mais surtout, je me suis pris en compte pour aller vraiment à l'intérieur de moi, exactement comme mon corps, mon cœur, mon esprit avait envie que ça se fasse. Et ouais. Donc, j'écoute ça, en fait. Et oui, je crois Ces qu'on est techniques nous tous permettent d'y différents, aller. hein. Ouais. Je crois que toi Oui, aussi, la oui, complètement. méditation, il y en a d'autres qui vont rentrer au contraire par les asanas pour calmer le mental. Mais complètement. Et c'est ça aussi le sens du livre, hein, c'est de se dire, trouvez votre voie à vous, C'est ça. qui vous correspond, qui vous va bien. Il y en a qui vont faire du yoga, ça ne leur ira pas du tout. Et d'autres, ce sera magique pour eux. Bien sûr. Merci. Alors, dans ton livre, tu confies que le stade de l'éveil, il peut se faire graduellement, pardon, ou de manière vraiment instantanée, hein. C'est un petit peu ce qui t'est arrivé te concernant. Il n'y avait pas de religion particulière, il n'y avait pas de méditation, même si, comme tu le disais à l'instant, tu avais quand même cette faculté de méditative quand même assez innée depuis petite. Donc tu es vraiment la preuve vivante que l'éveil, ça peut, j'ai envie de dire, nous tomber dessus presque de manière tout à fait inattendue. Est-ce que tu pourrais nous dire en quoi cet éveil, en fait, est venu bouleverser complètement ta vie? Et est-ce que ça te permet aujourd'hui d'expérimenter par rapport à avant? Alors, cet éveil a chamboulé ma vie. Totalement, totalement. C'est-à-dire que le mot spiritualité, je ne connaissais pas. Enfin, c'était très loin de moi. Je n'étais pas du tout dans ce domaine. Ça ne m'intéressait pas du tout. Donc, et du jour au lendemain, quand l'éveil est arrivé, quand cet éveil que je raconte dans mon livre est arrivé, déjà, je me suis mis à écrire des livres. Et ça a été le début d'un cheminement totalement différent. Comme si, dans ce cheminement, on m'aidait, on m'accompagnait. Tu t'es Et donc, senti guidée. oui, ça a totalement bouleversé ma vie, totalement. Ok, donc je te demande pas si aujourd'hui tu es encore cadre. Ta pratique, tu te dédies Ah non, maintenant à l'accompagnement? oui, D'accord. oui, et dans une dimension d'aide profonde. Je prends vraiment du temps pour être avec les gens. Je fais très attention à la partie financière, même si on dit
que les finances, c'est un échange énergétique. Je ne sais pas, il y a quelque chose en moi qui je ne vais pas dire qui est gratuitement, mais il y a cette dimension-là quand même d'accompagner, mais que ça soit avec le cœur et pas forcément avec quelque chose de financier. Je ne sais pas trop encore l'expliquer, ça viendra. Ok. Ça viendra. C'est pour ça que je fais des conférences gratuites, etc. Ok, merci. Alors, avant de terminer cette interview, je voudrais qu'on vienne sur un passage toujours en relation avec le hypercule, où tu soulignes que c'est dans la solitude qu'on apprend à se connaître, à entendre justement notre sensibilité intérieure, à ouvrir nos sens, nos canaux réceptifs. Et puis tu expliques en même temps que l'homme dans notre société, on le sait, hein, on est quand même des animaux sociaux, on est habitué à vivre avec beaucoup de gens et à attendre en permanence le soutien de l'extérieur. Alors, moi, je te dirais que de mon point de vue, j'explique souvent aux gens le contraire, mais je pense que la polarité est vraie. C'est-à-dire que je pars souvent du postulat que c'est l'autre qui est le meilleur moyen d'apprendre qui on est en nous permettant d'aller découvrir nos parts intérieures, les parts qu'on a mis en déni, les parts qu'on ne veut pas voir en soi, les parts qu'on a besoin justement de rééclairer, d'aimer et de rééquilibrer dans notre yang. Alors je voulais un petit peu ton avis sur mon point de vue. Alors, en fait, pour moi, l'autre est le miroir de soi. Donc, effectivement, c'est un excellent apprentissage. À partir du moment où on a une interaction avec l'autre, on peut s'y voir dans nos interactions. C'est-à-dire, il réagit à quelque chose qui nous parle, il nous répond à ce que l'on est. L'autre est le miroir de ce que l'on a à l'intérieur, si tant est qu'on accueille de pouvoir accepter le regard de l'autre et de pouvoir plonger en soi pour se dire, effectivement, il y a quelque chose qui résonne et je vais maintenant aller chercher à l'intérieur de moi ce qui résonne et ce qui me fait mal des fois, ce qui est émouvant, ce qui me rend triste, ce qui me rend en colère. Je vais aller chercher ça. Et c'est là que je vais pouvoir guérir en allant à l'intérieur de moi. Bon, l'autre, c'est un vecteur qui nous permet d'aller en nous, je pense. Alors toujours dans ces mythes très très anciens, est-ce que tu peux revenir et puis développer un petit peu sur la conclusion qui t'a amené à un moment à écrire, je cite, les enseignements de Platon et de Socrate alimentent toujours les réflexions des philosophes sur l'avenir de l'humanité. Il n'y a pas de hasard, les vérités restent. Alors, tu l'as dit en introduction, hein, tu as dit on revient toujours, c'est des cycles. Est-ce que tu peux apprendre un peu, parce que j'ai trouvé ça super intéressant, et en même temps, je dirais que la conscience collective, hein, chaque fois qu'il y a des prises de conscience, la conscience s'expand puisqu'on est tous reliés. Donc, je voulais ton avis là-dessus. Oui, alors, oui, il y a des cycles de vie. Et quand on regarde Platon, environ 400 ans, Platon, je crois que c'est 400 ans après Jésus-Christ, on regarde à travers, par exemple, le mythe de la caverne que j'écris dans mon livre, finalement, on n'a pas changé. On est toujours en train de regarder ce fameux mur en face de soi qui nous présente une illusion. Sauf que ce mur qui nous présente une illusion, on l'a transformé par un téléphone, une télé, un cadre culturel qui nous permet d'être dans une illusion que ce que l'on vit est juste, en fait. Et donc, dans ces fameux cycles, 400 ans après Jésus-Christ, on voit qu'on n'a pas trop évolué. Et donc, ça veut dire que la conscience a peut-être évolué. Et encore, parce qu'il y a plusieurs centaines d'années, les chamans savaient déjà qu'au niveau conscience, on pouvait se connecter à autre chose. Mais aujourd'hui, c'est plutôt notre mental matérialiste qui a évolué. On a choisi dans cette dimension terrestre-là, aujourd'hui, dans ce cycle-là, de développer tout ce qui est, vous voyez, l'intelligence artificielle, tout ce qui est matériel, financier, économique, vous voyez. Donc c'est plutôt le cerveau qui a développé. En parallèle de ça, il y a effectivement des développements de conscience avec cette arrivée très forte de la spiritualité, du yoga, de toutes ces dimensions qui permettent de revenir à soi. Parce que l'être humain, il force cette compréhension de se dire il y a un truc qui ne va pas. Il y a un manque d'équilibre. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je suis dans un monde de performance où c'est trop dur, donc il va falloir que je retourne. Donc ça, c'est un cycle. C'est un cycle de soi, c'est un cycle de la vie. On est dans ce cycle aussi où le monde, la Terre évolue dans elle-même, dans son propre cycle.
sûr. et que dans ce cycle-là, il y a pour l'instant une «descente», entre guillemets, qui permet aux gens de se raccrocher à quelque chose d'un petit peu plus, heu, moins intellectuel et plus intériorisé, qui va nous permettre de remonter différemment. Le chaos qui Donc précède oui, la bah, création. voilà, un chaos et cetera. Les cycles de la vie, les cycles de la terre ont toujours été comme ça, hein. Il y a eu des chaos, on remontait, des chaos, on remonte et cetera. C'est les petites morts, hein, les Ouais. petites morts de la vie, en fait. OK, super intéressant, merci. Un grand merci d'avoir accepté cette interview, depuis la marque. Avec plaisir. Alors j'aimerais que tu nous dises un Oui. petit peu si les auditeurs veulent te rejoindre, peut-être en consultation, te procurer le livre, évidemment, on le met en avant ici. Je crois que tu as écrit d'autres livres qui sont passionnants autour de ces mêmes thèmes. Mmh. Que tu as une actualité particulière à partager? Alors, là, bah, j'ai sorti donc ce fameux 3e livre, je fais des conférences. Là, j'ai fait la dernière conférence. Alors c'est vrai que les conférences, je suis retournée, il y a toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde et moi, je dirais qu'après, moi, je vais partir en vacances comme tout le monde et puis me reposer un petit peu. Mais bon, mes livres, en tout cas, vous pouvez les trouver, bah, sur internet, dans les librairies et cetera. Ce que je veux dire par là, c'est que ce livre qui représente une part de moi entre sciences ancestrales et spiritualité et puis intellect aussi, hein, parce que j'aime la recherche. Je crois qu'il est vraiment fait pour que les gens puissent prendre conscience de tous ces éléments de la vie et du vivant qu'ils portent en eux. C'est ça, qu'on a Et, tout en et soi et voilà, qu'on est tous reliés, ouais. Et qu'on est à relier à exactement. que nous quand on s'est rentré bien profondément à l'intérieur. Adoré, je te souhaite énormément de succès. Ça m'a même donné envie de lire tes autres livres puisque je ne te connaissais pas avant en tant qu'auteur. Donc merci aux éditions Très Daniel hein, Avec plaisir. ton livre Oui. et puis énormément de succès dans toutes tes conférences, dans ton travail d'accompagnement, dans ton chemin personnel et au Merci beaucoup. de te recevoir ici ou ailleurs où le vent nous mènera. Très très belle continuation. Eh bien, avec plaisir. À bientôt. Merci beaucoup. Merci à toi, Merci Ambre. Aurore. À À bientôt. bientôt.